Bonjour! Donc je suis ici pour vous parler d'un sujet qui me passionne parfois et qui parfois me fâche. C'est le sujet de One Piece. Donc il arrive que mon ami Francis, mon partenaire de golf, est en train de lire l'anime, le manga à la vitesse grande V. Et ça m'a donné envie de un peu me rappeler des premiers chapitres, des premiers épisodes de One Piece et donner des analyses, des réflexions et peut-être même quelques petites informations qu'il y a dans l'anime mais qu'il n'y a pas dans le manga. Parce que contrairement à mon ami Carl, moi je ne suis pas un hater, donc j'aime l'ensemble de l'œuvre. Et l'anime est basé sur le manga naturellement, mais amène quand même certains éléments nouveaux, certains bons, certains mauvais. Notamment l'arc du G8 est tant qu'à moi le meilleur arc de One Piece et de loin, et c'est un filler. Tandis que, par exemple, le monsieur qui vit dans une boîte, c'est théoriquement un arc canon, mais je lui refuse ce titre. Tant qu'à moi, c'est un arc filler. Totalement stupide. Il aurait jamais dû exister. Mais bon. De plus, maintenant en Corée, j'ai ma carte de transport d'autobus. Et j'avais le choix entre acheter une carte de transport pas chère et qui fait parfaitement la job, ou une carte customisée, plus chère, mais qui a Nami dessus. Donc, parmi les deux, j'ai choisi d'abord Nami-san. Nami-swan. Nami-swan. Ok, commençons par parler un peu des personnages. Donc mon ami Francis est rendu à l'arc de Eni Lobbies, donc je ne dois donner aucune information qui soit arrivée après cela, pour ne pas spoiler son plaisir. Donc je vais me tenir très au début de l'histoire pour ne pas risquer de donner des informations accidentellement. Malgré qu'il y a tellement d'infos dans One Piece que je pourrais révéler 10 ou 15 faits importants, et ça n'affecterait pas tant que ça sa compréhension de l'histoire, étant donné qu'il y a juste trop d'infos dans cette série. Donc quand j'ai commencé la série, moi j'associe beaucoup le début avec la chanson du début, la première intro dans le fond, que je vais mettre en lien dans cette vidéo, dans la description. Et dans le fond, moi, ma première impression avec One Piece était assez mauvaise de base, donc j'avais l'impression que c'était une histoire assez médiocre et mauvaise. Donc j'associe la première chanson, la première intro un peu à ce sentiment de genre j'aime pas ça. Genre j'aime pas ça mais je sais pas pourquoi j'aime pas ça. Tandis que la deuxième chanson, que j'ai aussi mis dedans, celle-là je l'ai pas mal plus appréciée parce que en relativement peu de temps, j'ai quand même connu une quantité hallucinante de personnages de One Piece. Juste en se rendant à la deuxième intro, on connaît déjà assez de personnages et assez d'histoires pour égaler le contenu d'une autre série entière. Mais comme on le sait, ce n'est que le tout début de One Piece. Donc ça annonce que ça va être une série avec beaucoup de contenu. Genre énormément de contenu. Et il y a des thèmes que je trouve intéressants, des thèmes que je trouve moins intéressants, et des thèmes avec lesquels j'aime m'identifier. Donc le thème principal pour moi de One Piece, c'est la liberté. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, la liberté, la liberté, la liberté. Et c'est quelque chose qui m'inspire. C'est que le but de plusieurs personnes dans One Piece, c'est d'être la personne la plus libre au monde. Donc la définition de la liberté, c'est être capable de faire ce qu'on veut. Et ça peut avoir une connotation anarchique, dans le sens que si n'importe qui fait ce qu'il veut, ben, ça fait juste l'anarchie. Mais ça peut aussi aller dans le sens de aller au fond de ses rêves, de ses vrais rêves, et ne pas nécessairement se plier à la société ou à ce que les gens demandent. Donc je suis l'incarnation de ça. J'ai quitté mon travail et je vis ici en Corée où j'étudie le coréen. Ma mère m'a fait réaliser que mes choix de vie sont totalement illogiques. Je consacre une énergie incroyable à apprendre des langues extrêmement compliquées, sans un but utile, clair à court terme. N'empêche, j'ai le plaisir fou de vivre ma vie librement, comme un vrai pirate. Sous ce même esprit, avec mon ami Carl, on a fait plusieurs road trips, on s'est même créé notre petit drapeau pirate, avec nos faces d'ingénieurs dessus. Et on est parti explorer les États-Unis parce que ça nous tentait. Puis on a fait des voyages de 4000 km en 4 jours, comme si c'était rien. Et on a fait ça plusieurs fois. On a visité, dans un seul voyage, en une seule longue fin de semaine, Toronto, Buffalo, Niagara Falls, Philadelphie. Non, pas Philadelphie. Ouais, Philadelphie, mais ouais, après, là, dans le fond, la Pennsylvanie, je voulais dire. Donc Pittsburgh, Washington, D.C., là, vraiment, la Philadelphie, Boston, New York, Montréal. Comme ça. Tout ça. Une autre fois, on est allé voir le barrage de la Manique 5. Ouh, la route interminable. On a même tombé sur la magnifique ville de Bécomo. Pourquoi? Parce que ça nous chantait. On est libre, on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas fini, on va sûrement faire d'autres road trips fous comme ça. Mais ça vient de cette idée de One Piece où le monde est immense, il faut sortir le découvrir. Donc là, je vais donner un petit peu de foreshadowing quand même. C'est que on parle souvent du Grand Line, qui est son vrai nom. Mais en fait, Francis, les gens ne l'appellent pas vraiment comme ça, les pirates. Tu vas le découvrir plus tard. C'est vraiment une info qui ne va pas te spoiler grand-chose, là.
Mais les vrais pirates appellent cette partie de l'océan Paradise, qui veut dire paradis. Donc garde ça en tête. Paradise. D'ailleurs, un autre sujet dont je voulais parler un peu, c'est peut-être un peu des mots japonais qui sont très récurrents dans One Piece, qui est quand même utile de connaître si tu es un fan de la série. Donc Kaisoku, pirate. O, roi. Kaisoku O, roi des pirates. Donc Gorudi Roja, c'était le roi des pirates, Kaisuku O. Et Luffy, une phrase sur deux qu'il dit, c'est qu'il veut devenir le roi des pirates. Donc c'est Kaisoku O Orewa Naru. C'est-à-dire, je vais Kaisoku, pirate, roi, je devenir. Kaisoku O Orewa Naru. Donc dans la chanson d'intro, il commence en disant ça, mais régulièrement il le dit. Kaisoku O Orewa Naru. Donc, à savoir, c'est ça, ça c'est Luffy. Après ça, en japonais, les japonais ne distinguent pas vraiment le L et le R. Donc dans l'animé et dans la vraie vie, pour un japonais dire Luffy ou Ruffy, ça change pas vraiment grand chose. Tu peux dire l'un ou l'autre, c'est parfaitement acceptable. Et j'ai fait des stats dans l'animé, c'est vraiment aléatoire qui le dit comment. Donc par exemple, Frankie roule bien serre, il appelle Ruffy. Tandis que les autres l'appellent plus Luffy, les filles, Luffy. Zoro, c'est arbitraire. Des fois c'est Luffy, des fois c'est Ruffy. Peut-être plus quelqu'un qui est fâché dit Ruffy. Genre, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Puis Zoro, même chose. Si tu dis Zolo ou Zoro, pour les Japonais, ça fait absolument aucune différence. Tu peux faire l'exercice, tu leur dis Zoro, Zolo, et demander si tu as dit deux mots différents, puis ils vont dire non, tu as dit le même mot. Donc, et eux, quand ils le disent, c'est une loterie, puis ils savent pas trop lequel ils disent. Et le nom de famille de Lolonoa Zoro. Donc, Lolonoa, Roronoa, lui-même, des fois, il dit d'une façon, des fois, il dit d'une autre façon. Donc, voilà. Ça, c'est important à savoir. La marine. Partout dans One Piece, c'est écrit marine, mais ils ne disent jamais le mot marine. Ils disent le mot en japonais, qui est Kaigun. C'est ça le nom qui est écrit dans les édifices du gouvernement. C'est écrit en chinois, là. Kaigun. Très important. Et voilà. Donc, on a parlé de la liberté, on a parlé un peu du japonais, on a parlé de l'histoire. Qu'est-ce que je voulais parler d'autre dans cette histoire? Ah ouais. Il y a une chanson que j'ai enregistrée ici, donc je vais voir le nom pour me rappeler de laquelle je parle, qui s'appelle Overtaken. Donc Overtaken, c'est une des chansons les plus emblématiques de One Piece. Et ça arrive pour la première fois dans l'arc de Arlong, quand dans le fond, je veux dire, tu as lu l'histoire fraîchement, là, ça doit être assez frais dans ta tête. C'est-à-dire que Nami est un peu l'esclave et la prisonnière de ces enfoirés d'hommes poissons, en particulier Hachi, la pieuvre, que je déteste et que je n'arrêterai jamais de détester parce qu'ils ont martyrisé Nami pendant des années pour essentiellement aucune raison. Mais elle essaie un peu de se battre tout seul, d'arranger tout ça, puis à un moment donné, elle réalise qu'elle n'est pas capable. Et là, il y a 3 scènes consécutives qui sont hyper, hyper marquantes. Donc la première, c'est quand elle demande de l'aide à Luffy, et Luffy lui donne son chapeau, en lui disant que bien sûr qu'il va l'aider, parce que, je veux dire, c'est son nakama. Nakama. Nakama en japonais, c'est le membre de ton équipage. Puis pour eux, c'est extrêmement important. Donc nakama, c'est un autre mot très, très, très utile. Et Luffy lui donne son chapeau et là elle se remémore que c'est le plus grand trésor que Luffy possède. Donc c'est un peu plus de lui dire qu'il la met au même niveau que son chapeau. Il les met ensemble et il va aller régler le compte de Arlong. Fait que ça c'est une des scènes cool, mais ça c'est assez semblable que dans le manga. Mais là, quand il marche vers Arlong, c'est là que la musique Overtaken part. C'est une musique qui va devenir récurrente quand genre ils se mettent en groupe puis ils vont aller battre quelqu'un. Donc tu sais, il marche, Zoro se joint à lui, Sanji se joint à lui, Usopp se joint à lui. Et la musique par là, c'est tan 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 ta na 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 na. Ça, il faut que tu connaisses, il faut que tu écoutes. Je vais mettre le lien en bas, là, il y a tout ça. Et bien sûr, il se pointe chez Arlong, il cogne là, il casse la porte, puis il dit qui est Arlong? Et là, c'est beaucoup de gens sont devenus fans exclusivement autour de tout ce qui s'est passé dans cette scène. Et c'est un petit extrait de genre 2 minutes que je te conseille d'écouter. Donc voilà. Puis j'ai un autre thème à faire, mais je vais faire une autre vidéo parce que là, mon temps d'enregistrement s'arrête. Donc dans 100 instants. Ok, donc voici la suite. Ce que j'aime avec les personnages de One Piece, c'est que on finit par beaucoup les connaître. Et on les connaît graduellement. Et peu importe combien tu penses les connaître, là tu les connais pas mal, là tu es quand même rendu à Nilobiz, sache que tu as encore beaucoup à découvrir sur tous les personnages.
Sauf Luffy. Luffy, il n'y a rien d'autre à découvrir. Lui, il ne change pas du tout. Mais les autres, il y a beaucoup de choses à redécouvrir. C'est vraiment, il y a vraiment un fond qui se cache derrière eux qui est assez impressionnant. Mais comme leurs personnalités sont si particulières, j'aime définir les gens un peu selon des personnages de One Piece. Donc moi-même, je me définis comme étant 50% Nico Robin, en raison de son incroyable intérêt pour l'anthropologie. Donc chaque fois qu'elle voit des poneglyphes, tu sais, les écritures anciennes qui sont écrites, ben, c'est elle qui sait lire ça. Et moi, c'est la même chose quand je vois de l'écriture en chinois ou dans n'importe quelle autre langue. Mon premier réflexe, c'est de vouloir apprendre à lire ça et de vouloir comprendre. Et je passe un temps fou à apprendre l'écriture chinoise, comme mentionné plus tôt, pour aucune raison valable et utile. Ensuite, mon autre 50%, c'est Sanji, pour des raisons qui peut-être pour toi sont très évidentes. Ensuite, qu'est-ce qu'il avait d'autre à dire là-dessus? Ben, il y a leur bateau, ça tu le connais bien, il s'appelle Going Merry, ne te laisse pas tromper. Vogue Merry, ça n'a jamais été dit par l'auteur, ça n'existe pas, contrairement à ce que mon ami Carl va peut-être essayer de te dire. Finalement, j'ai peut-être pas assez de contenu pour faire une vraie vidéo là-dessus. Je vais repenser. Ok, donc il y a plusieurs arcs fillers dont je pourrais parler, qui ont tous des informations très pertinentes. Un, c'est Warship Island, donc l'arc de l'île forteresse, je sais pas trop comment appeler ça en français. C'est quand même un assez bon arc. Je veux dire, on connaît les dragons millénaires, on découvre que Luffy peut parler aux animaux, on découvre que Zoro ne peut pas couper le métal, mais il apprend à le couper pendant cet arc. Donc, c'est à connaître, mais je veux dire, il y a tellement d'infos, t'as peut-être pas de temps à perdre là-dessus. Il y a l'arc de l'île de Huruka, ouais, ça aussi, il y a quand même des choses qui se passent, mais l'arc dont je dois absolument te parler, c'est l'arc du G8. Donc, l'arc du G8, toi qui lis le manga, ça se passe juste après Skypiea et juste avant Water 7. Donc, dans le manga, ils vont directement de Skypiea vers Water 7. Mais dans l'anime, il y a un arc filler entre les deux. Et c'est un arc filler excellent. Pour te donner quelques indices, là-dedans, on voit le vice-amiral le plus intelligent de toute la marine, qui est Jonathan. Jonathan. En anglais, c'est Jonathan, mais ils disent pas Jonathan, ils disent Jonathan avec double S. Il y a une des filles les plus jolies pour Sanji, c'est-à-dire Jessica, l'épouse de Jonathan. Il y a le personnage le plus fort de toute la série. Plus fort que Gold Roger, plus fort que les amiraux, plus fort que n'importe qui. Et c'est monsieur du nom Condé, comme le D de Luffy, Oriano. Mais les gens l'appellent communément Condoriano. C'est vraiment quelque chose. Donc, je te résume l'arc, comme ça, si tu veux pas l'écouter, au moins tu auras l'information, mais c'est vraiment ce qu'il y a de mieux de One Piece, dans tout l'univers de One Piece, que ce soit les films, les séries, les arcs, peu importe. Donc, comme quand ils descendent de Skypiea, ils ont genre gonflé une genre d'animal, là, c'est pas une pieuvre, c'est un animal qui ressemble à une pieuvre, mais tu sais de quoi je parle, là, ils descendent du bateau avec ça. Mais au lieu de tomber, je suppose qu'ils tombent dans le manga, ils tombent dans une île, qui est une île forteresse du G8. Et comment c'est fait? C'est vraiment cool. C'est presque en baigne, c'est-à-dire c'est un cercle avec une petite ouverture, et au milieu, il y a une île avec une prison sous-marine. Donc c'est une énorme base militaire de la marine. Et ils se retrouvent là, totalement entourés, et avec beaucoup de difficultés à sortir de là, donc ils doivent déserter leur bateau. Et la marine, ben, ils voient qu'il y a un bateau qui est apparu, qui est tombé de nulle part. Ils viennent un peu l'inspecter, ils viennent un peu regarder ce qui se passe là-dedans. Et ils, ils ont l'impression que c'est peut-être un bateau hanté, parce qu'il n'y a personne. Mais on dirait que le bateau avait été utilisé il y a peu de temps. Donc, parce qu'il y a du café chaud, on dirait qu'il y avait des gens qui écrivaient récemment, il y a des livres. Donc, mais Jonathan, qui est le vice-amiral en charge de cette base, il est intelligent. Et c'est un des personnages, c'est pour ça que j'aime cet arc, c'est parce que tous les personnages sont vraiment intéressants. Donc Jonathan, il est intelligent et il se dit que les gens vont dans un endroit avec un but précis et leurs actions vont toujours les mener à se montrer. Donc au lieu de les chercher de façon effrénée et de peut-être tomber dans un piège, il se replie dans sa forteresse et il voit ça un peu comme un jeu d'échecs où il doit bien placer ses pièces et ouvrir les yeux et essayer d'anticiper où vont se retrouver les ennemis.
plutôt que de les suivre aveuglément, en ne sachant pas vraiment où ce qu'il va. Juste un instant. Donc, Nico Robin prend un peu le lead dans cette histoire-là, parce que, contrairement au capitaine habituel de One Piece, elle est intelligente. Et elle utilise son pouvoir de façon vraiment plus logique. Parce que dans l'histoire conventionnelle, tout ce que Nico Robin fait, d'ailleurs, je ne sais pas comment c'est traduit là, mais elle mélange espagnol et français quand elle fait ses attaques. Donc elle dit le chiffre en espagnol, mais elle attaque en français. Donc elle dit toujours cinco fleurs ou cien fleurs, qui veut dire 5 fleurs ou 100 fleurs, ou peu importe combien de fleurs là, quand elle fait ses bras. Mais elle est bilingue, elle parle espagnol et français parce que ça lui chante. Mais c'est tout. C'est con. Dans G8, elle fait apparaître des oreilles un peu partout dans la base. Donc elle entend ce qui se passe. Et là, elle recueille beaucoup d'informations comme ça. Et pour alimenter l'idée que c'est un bateau hanté, mais elle fait apparaître des bras pour bouger des choses, pousser des gens, déranger les gens et alimenter l'idée que c'est un bateau hanté, tout en essayant de découvrir comment sortir de la base, où sont les choses, etc. Pour sa part, Sanji, ben, ils rentrent tous un peu se promener dans la base. Et le premier à se faire arrêter, c'est Zoro. Zoro, il se fait capturer, il se met dans une prison. Sanji, lui, il arrive dans la cuisine de Jessica et il se fait passer pour un nouveau chef cuisinier qui est arrivé. C'est pseudo-crédible parce qu'il y a un autre bateau de la marine qui est arrivé en même temps. C'est le bateau de Monsieur Condoriano qui lui est venu inspectionner la base. Et son but, c'est de la faire fermer en fait parce qu'il considère que ça coûte trop cher à la marine et il devrait juste la fermer. Donc il y a des gens de la marine qui sont arrivés, donc il est plausible que Sanji soit arrivé avec eux. Et quand ils viennent pour cuisiner, et il doit un peu prouver son niveau par rapport aux autres. Mais il le fait encore une fois de façon très cool. Des choses très classes qu'on ne voit pas dans l'histoire canon. C'est-à-dire qu'ils doivent préparer du poisson. Et tous les chefs utilisent le poisson, font toutes sortes de plats. Et Sanji ne fait rien. Donc les gens sont comme, mais il ne sait pas cuisiner. Et Sanji, en étant très cool, il prend les restes, les os où il y a encore un peu de viande. Il va gratter la viande qu'il y a là. Il fait une genre de purée là, de poisson qui s'avère être délicieuse, mais son message à lui, et c'est très cohérent avec son personnage, c'est qu'il a appris à ne jamais gaspiller la nourriture. Donc ce qu'il reproche aux autres chefs cuisiniers, c'est de cuisiner bien, mais en gaspillant beaucoup de nourriture. Alors que lui, même avec les restes, il réussit à cuisiner mieux que eux, puis en plus, il évite de faire des restes. Donc, c'est Sanji, je veux dire, son talent, c'est d'être un cuisinier, là. Il se bat à temps partiel. Lui, son job, c'est cuisinier, qui est cook mal prononcé, c'est-à-dire koku. Soro l'appelle toujours comme ça. Cuisinier stupide, bakakoku, quelque chose comme ça. Mais bon, donc, et tout ça, il y a un intéressant avec Jessica, qui est la chef des cuisiniers. Et bien sûr, Sanji meurt pour elle parce qu'il trouve qu'elle est magnifique. Quand il découvre qu'elle est mariée, il assume que l'homme qu'il a marié doit être l'homme le plus heureux de la Terre, c'est-à-dire Jonathan. Pour sa part, Chopper se retrouve dans l'infirmerie et il y a des gens malades, il faut performer une intervention. Et le docteur n'est pas là, c'est des gens d'infirmières qui doivent performer ça, ou peut-être des docteurs non expérimentés. Et Chopper, vraiment, il step up. Il prend sa forme humaine, il s'habille en docteur, puis il fait semblant d'être un assistant, puis il coach la fille. Il lui dit que, genre, la santé des gens dépend des médecins, et il faut prendre cette responsabilité très au sérieux. Donc, il lui explique un peu comment faire, il la guide, il lui donne la confiance, etc. Et Nami lui dit, mais Chopper, c'est nos rivaux, c'est la marine, on devrait juste se sauver. Mais Chopper, cette fois-ci, il s'affirme, parce que lui, encore une fois, sa vocation, c'est médecin. Et il dit qu'ils peuvent partir sans lui s'ils veulent, mais que lui, il doit sauver les patients. Et donc, ça, c'est le serment d'Hippocrate que tous les médecins font. Et Chopper l'incarne parfaitement, là. Il rigole pas avec ça, lui. Et c'est juste après que tous les patients aient été traités et sortis de danger que là, ils songent à se sauver. Mais les infirmiers, les médecins débutants qui étaient avec lui comprennent que, je veux dire, c'est pas vraiment un gars de la marine, mais comme il les aide à sauver des gens, il les aide à progresser dans leur connaissance de la médecine, mais il aide un peu à se sauver. Donc tu vois, chaque personnage est en train de vivre un arc assez magnifique, là, chacun de son bord. Luffy, c'est celui qui fait le moins parce que il est stupide et ça devrait pas être lui le chef s'il y avait une certaine logique dans cette histoire, mais bon. Le plot armor est son arme, là, comme on l'a souvent dit. Et Condoriano, lui, il veut, euh, il veut faire former la base et donc il doit parler avec Jonathan. Mais comme Nico Robin a des oreilles partout, il fait arrêter
Condoriano en faisant croire que Condoriano est un pirate ou un criminel et elle se fait passer par Condoriano. Donc Nico Robin se présente, il parle avec Jonathan comme si c'était Condoriano, mais Jonathan est intelligent. Je veux dire, il comprend que c'est pas elle, mais il joue le jeu parce il veut retirer de l'information. Les deux jouent à ce jeu de genre double bluff, mais Condoriano se met en prison. Et dans cette prison, il y a Usopp et Zoro. Fait que Zoro, il est assis, il dit rien. Zoro, c'est un gars de peu de mots. Mais Usopp, lui, il comprend que Nico Robin s'est fait passer pour Condoriano et que le vrai Condoriano est là. Donc pour l'aider, il décide d'inventer une histoire comme quoi Condoriano est un membre de leur équipage. Donc il dit Hey Condoriano, ça va? Et Condoriano dit Mais t'es qui toi? Il dit Ah, qu'est-ce que vous avez fait à Condoriano? Il se rappelle plus de son équipage. Et donc ça convainc les gardes que Condoriano est vraiment un gars un pirate. Et là encore une fois, quel est le pouvoir de Usopp? Oui, c'est un sniper, mais Uso, ça veut dire mensonge en japonais, et son nom c'est Usopp. Il y a le mot mensonge dans son nom. Donc son vrai pouvoir, c'est de mentir. Et il ment à bon escient, en aidant Nico Robin, en l'aidant à gagner du temps avant que son arnaque se fasse découvrir. Donc comme je continue à le dire, là, je veux dire, toutes les caractéristiques des personnages sont utilisées à bon escient pour les développer. Les choses commencent un peu à se placer comme ça. Et éventuellement, bon, Condoriano réussit à convaincre la marine que c'est lui le vrai représentant de la marine. Et ils arrivent pour une confrontation, Luffy et Jonathan. Mais ils se font interrompre par une gang de chefs cuisiniers qui passent et donc ils n'arrivent jamais vraiment à se battre. Donc on ne sait pas vraiment quel est le pouvoir de Jonathan, on a juste vu son intelligence, mais ils ne se battent pas. Lorsqu'ils essayent de se sauver, ils comprennent que la base est vraiment bien conçue. C'est-à-dire que c'est seulement dans la marée haute qu'on peut sortir de l'anneau circulaire qu'il y a autour de eux. Parce que quand la marée est basse, il y a des roches dans la marée basse, il y a des roches qui apparaissent et ils ne peuvent pas sortir. Donc physiquement, il n'y a qu'un petit espace par lequel ils peuvent sortir. Et temporairement, ce n'est qu'à certaines heures très précises qu'ils peuvent essayer de sortir. Ce qui permet à la multitude de canons qu'il y a dans la base du G8 de neutraliser n'importe quelle personne qui voudrait entrer ou sortir de la base sans permission. Petit instant. Donc, ils sont pris au piège, mais ils ont quand même une arme dans leur culotte, littéralement. C'est que dans ses shorts, Luffy avait caché le squid, c'est pas la pieuvre, là, l'animal dont je ne me rappelle pas le nom depuis tantôt. Il le regonfle, et comme tu le sais, ben, le Going Melee peut voler avec du cola pendant 1 kilomètre. Donc il vole avec le genre de pieuvre, là, quand il le rallume, il le remplisse d'air chaud, et il passe par-dessus ce système. Et Condoriano, lui, il prend un gros canon, puis il veut les tuer, là. Il est prêt à les tuer. Et encore une fois, Nico Robin utilise son pouvoir à bon escient, et c'est qu'il fait apparaître des bras, et au lieu de ça, il détruit sa propre base. Il la détruit pas au complet, il fait juste un petit dommage. Mais c'est assez de dommages pour Jonathan plaider que Condoriano est venu faire des dommages dans sa base. Et donc Condoriano passe un peu comme le méchant. Et donc la base n'est pas fermée. Donc l'équipage des Mugiwara, un autre mot-clé, chapeau de paille, Mugiwara, s'échappe. Et Jonathan réussit à garder sa base intacte et sous son pouvoir. Donc, en tout cas. Pour le folklore, là, c'est le protégé d'Akainu, paraît-il, Jonathan. Et Condoriano, encore une fois dans le folklore, paraîtrait-il que c'est lui qui aurait... ouais, ça c'est peut-être un peu trop de spoiler. Mais disons que les personnages les plus forts de l'histoire de One Piece se sont tous battus contre Condoriano et ont perdu. Donc Condoriano n'est pas une personne négligeable. Et Condoriano est important dans à peu près tout ce qui est mentionné dans l'histoire du début à la fin, les enjeux avec les plus grands personnages, ça passe tout par Condoriano. Donc le G8, c'est l'arc peut-être le plus important de la série. J'ai pris quand même beaucoup de temps pour le décrire parce que ça vaut la peine. Et voilà, donc je pense qu'avec ça, on a pas mal fait le tour pour le petit début là. Et par la suite, je continuerai à faire des vidéos comme ça et on pourra avoir des discussions là-dessus. Donc belle lecture, Francis, continue là-dessus et on aura du contenu illimité pour en parler. Sur ce, bonne journée!